Donner le micro à Patricia, c'est à toi. Et puis voilà, on pourra terminer ensuite sur les échanges. Patricia, je te laisse te présenter, même si je crois que beaucoup de monde te connaît. Avec ton micro, Patricia, puisse entendre ta voix. Ah, le micro va arriver. Voilà. C'est Merci. bon, vous m'entendez? C'est bon, merci. Voilà, c'est une façon de me faire taire, je suis sûre. Voilà, je suis Patricia Fouque. Effectivement, j'ai un grand plaisir à vous voir nombreux et j'en connais un certain nombre. D'autres, c'est toujours plaisant. J'ai encore des nouvelles personnes à rencontrer que je ne connais pas. Donc, de ma place, effectivement, de regard sur la TMFPO, je présenterai quand même quelque chose d'important. C'est que je suis médiatrice familiale, DE. Je suis directrice du service de la DPMF, qui est un service qui existe et qu'on a créé en 2005, je crois, à peu près 16-17 ans qu'on existe. Et je suis administrative de la FNMF et quelque chose d'important pour moi, déléguée régionale de la région Occitanie. Donc, parler de la TMFPO, pour moi, ce n'est pas une première, c'est quelque chose qu'on a mis en place, réfléchi, travaillé. On s'est rencontrés déjà depuis plus de 3 années maintenant, et par région, et au niveau national, et dans des rencontres pour éclairer nos regards, réfléchir à toute cette mise en œuvre, etc. J'ai envie de dire, moi, quand on m'a parlé de la TMFPO, je me souviens très, très bien d'une rencontre avec la présidente de la cour d'appel qui me dit: Madame Fouque, voilà, je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose, voudrais mettre en place CGI de Nîmes, l'expérimentation sur la TMFPO. Et elle m'explique en 2 mots ce qu'il en était. J'en avais déjà entendu un petit peu parler. Et je lui dis: mais super, ça m'intéresse beaucoup. Je suis ravie avoir pu être envisagée, d'être choisie pour pouvoir mener cette expérimentation. Et elle me regarde et elle me dit: ah bon, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça. Je pensais que vous n'alliez pas être d'accord. Parce qu'il y avait cette fichue obligation, ce terme d'obligation. Et pour moi, l'obligation, ça a été voilà, quelque chose d'une importance et pour moi d'une indéniable opportunité, je dirais, à élargir de manière forte et réelle pour développer la culture de la médiation dans l'espace des personnes qui nous saisissaient, pour sortir de l'arbitrage du juge. Et donc, comment être opposé à s'engager, à développer, à travailler et à faire effectivement sortir de notre zone de confort qui faisait que nous disions la médiation familiale par l'intermédiaire du médiateur que nous sommes. Nous menons le cadre, nous sommes indépendants. Moi, je pense que tout le monde est indépendant, on est tous et on est tous attachés à l'indépendance de la justice, c'est d'actualité. Eh bien, nous sommes tous aussi attachés à l'indépendance des médiateurs familiaux. Pour autant, qui dit obligation, on pourrait aussi le traduire différemment. Comment faire, et ça c'est notre métier, et on est au cœur du métier de médiateur, de passer peut-être ce que je disais de l'obligation à l'opportunité. Et ça va être pour cela tout le travail que nous avons mené en amont. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Christine Simon, dans lequel j'adhère complètement. Vous imaginez bien, et je ne vais pas vous mentir, il y a une charge extrêmement importante, mais on sera là aussi parce qu'on est dans l'expérimentation depuis 3 ans. Et entre parenthèses, moi, j'oublie totalement que je suis encore dans l'expérimentation. Je croyais que c'était terminé, qu'on y était. Je n'imagine même plus que cette expérimentation s'arrête, mais qu'on va continuer à l'ouvrir et à développer. Comment? Je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si on doit le faire ou pas le faire, mais comment on va le faire. Et j'espère pour le plus grand nombre qui voudront s'en saisir, à pouvoir effectivement y adhérer. Pourquoi je dis cela? Je pense que c'est effectivement le côté chronophage des appels, du côté administratif. Eh bien, on a essuyé les plâtres, donc on sera tous, on l'a dit, on l'a entendu, et du côté de la justice par le SADJAV, et du côté des fédérations qui existent, et du côté des médiateurs qui sont déjà dans l'expérimentation, on sera tous là pour aider ceux qui le souhaitent à être aidés. C'est voilà, un travail extrêmement à faire. Je pense que le plus gros travail, c'est un travail de réflexion sur nos pratiques et donc d'écoute et d'échange entre médiateurs familiaux que nous sommes dans notre service, au plus près de notre service, parce que ça vient lever effectivement des hésitations, des inquiétudes. Et des inquiétudes, il y en a toujours. Ce n'est pas pour autant que c'est dangereux. Les inquiétudes, elles sont nécessaires et elles sont source, je dirais, d'opportunités à avancer et à trouver des solutions. Et pour cela, nous avons effectivement, au sein du service, longtemps discuté, réfléchi déjà
pour nous comment on allait travailler. Très vite, on a travaillé en co-médiation en disant mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, on ne connaît pas, et ça a été dit, même encore aujourd'hui dans beaucoup d'écoles de formation, la TMFPO est très peu abordée, voire pas encore tout à fait bien intégrée et pas forcément portée par l'ensemble des formateurs. Donc, ça nécessite quand même que nous, médiateurs et directeurs de structure, on s'y attelle et on soit aussi peut-être au plus près dans les formations à expliquer, à ouvrir nos services quand on en a, qui expérimentent cela, pour que les personnes viennent voir que finalement, la TMFPO, ce n'est qu'une porte d'entrée. La TMFPO, c'est une porte d'entrée parce que c'est effectivement, va prendre plus de temps, et ça, je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que l'information à la médiation va être au-delà, parce qu'on a plusieurs catégories de personnes. On n'a pas, les personnes qui viennent nous rencontrer sont tous singulières, et dans leur singularité, ils ont tous aussi des façons de concevoir les choses différemment. On a des personnes qui viennent nous voir en disant que certains sont contraints et réagissent à chaud en disant « je suis là parce qu'on m'y oblige, mais je ne veux pas le voir, je ne veux pas la voir ». D'autres personnes qui ne l'avaient pas du tout envisagé parce que persuadées que l'autre parent ne souhaitait pas communiquer ou plus communiquer. D'autres parents se sentent fatigués de devoir toujours faire la démarche et se sentir jamais entendus dans sa demande, avec le sentiment que cela ne sert plus à rien d'essayer de communiquer. Voilà. Tout ça, c'est dans ce temps d'information où on va effectivement, il sera un temps plus long. De petite demi-heure, il faut compter plus de 3/4 d'heure, voire une petite heure, pour présenter la médiation et faire effectivement ce qu'on sait bien faire, nous, médiateurs, c'est amener les personnes à se saisir de leurs compétences, de se ressaisir de leurs compétences, pour pouvoir effectivement envisager que quelque chose qu'ils n'avaient pas pensé, auquel ils n'avaient pas forcément adhéré, que peut-être, ils pourraient s'en saisir et que ça aurait du sens parce que, vous le savez bien, on va venir mutualiser sur non pas l'intérêt premier des parents à se rencontrer, mais l'intérêt de l'enfant qui va être au cœur effectivement de cette rencontre et au cœur toujours de la médiation que nous mettons en place. Alors oui, le temps d'information sera plus long, il sera plus axé sur la réflexion, de se saisir ou pas, mais en termes uniquement, pas forcément en termes d'obligation, mais d'opportunité. Et comment faire moi je dirais, c'est comment faire entendre aux personnes de passer de la contrainte à l'adhésion. Et tout ça, ça a un terme, ça s'appelle la reformulation. La justice a dit obligation, et ça s'appelle obligation. Médiateur que nous sommes, on n'est pas obligé de reprendre les termes précis et les propos de ce que dit la loi, mais de aussi la décrypter. Et ce qu'on disait, c'est le travail du médiateur de reformuler, faire entendre et faire comprendre le sens que ça peut avoir pour eux. Et je ne crois pas que quand la justice dit obligation, on est quand même dans du civil, personne n'est puni, et on est bien sur quelque chose de se saisir de ses compétences. Et oui, les parents ont des droits, mais aussi des devoirs. Et c'est peut-être aussi dans cet aspect-là, dans ce regard-là, dans cette prise de conscience-là, parfois, que nous sommes amenés, à nous, médiateurs, être, je dirais, les passeurs d'entendre que quelque part, on est parfois un peu contraint pour pouvoir arriver à faire que, quelque part, on se sent plus libre. Mais voilà, la liberté, c'est un peu compliqué et voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Plein de questions que j'ai entendues, donc je vais essayer de répondre à au moins un certain nombre de questions. J'ai entendu parler de la problématique des avocats, pas d'avocats, un avocat, 2 avocats. Dans notre pratique, et c'était peut-être plus facile pour nous, nous avions depuis quelques années travaillé avec les médiateurs, avec les avocats, pardon. Pour autant, ça n'était pas forcément des relations qui étaient simples. Elles existaient, mais elles étaient, j'ai envie de dire, ténues, pas très concrétisées. Quelques médiateurs et quelques avocats travaillaient ensemble. On avait parfois l'occasion de se rencontrer, mais très peu. Là, avec cette question de l'avocat au cœur de la médiation, on a tout de suite pensé que ce qu'il était urgent, c'est de travailler les liens avec les partenaires qui allaient être amenés à travailler ensemble. Et quand je dis partenaires, bien sûr, il y a les avocats, mais bien sûr aussi les magistrats. Et moi, j'ai envie de parler de triangulation. Parce que pour que la médiation
et que les personnes s'en saisissent, il faut peut-être quand même que chacun puisse, et ça compte énormément, comment le magistrat va parler et va porter la médiation familiale quand il va avoir été suffisamment informé, en avoir compris le sens, tout comme les avocats vont avoir compris, parce que les médiateurs disaient qu'ils ne voulaient pas travailler avec les avocats ou que c'était difficile parce qu'ils avaient le sentiment qu'on prenait notre travail. Les avocats disaient les médiateurs vont nous prendre notre travail. Donc, il y avait des craintes de part et d'autre. Il y avait les craintes des médiateurs, il y avait les craintes des avocats. Après, moi, les craintes de la justice, je ne la connais pas. Peut-être n'en ont pas les magistrats, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé la crainte de la magistrature dans cette mise en place. J'ai trouvé effectivement qu'ils nous avaient envie de nous dire on aimerait bien que vous travailliez ensemble parce que derrière, il y a du monde. Hein, quand on regarde même nos services de médiation, même quand on travaille beaucoup, on sait qu'on est encore loin du compte entre les personnes qui font appel à la justice et qui se séparent et les médiations que nous mettons en place dans nos services. On est loin quand même, je ne connais pas les chiffres exactement, les nombres de divorces et de séparations sur le territoire par an, mais c'est quand même, je crois qu'on est à moins de 6%, je crois, de personnes qui vont tenter la médiation familiale pour ce qui concerne les décisions d'affaires familiales. Donc, un travail, je dirais, de triangulation. Il a été porteur. Alors, il y a eu, c'est vrai, un, voire deux sur Nîmes, de comités de pilotage avec tous les partenaires associés, et notamment la Caisse d'allocation familiale, la MSA, les magistrats, les avocats, les médiateurs. Médiateurs, j'ai envie de dire que nous sommes, moi, dans un service conventionné. Pour autant, il y a aussi des avocats médiateurs, il y a des avocats en indépendant. Tout ce travail, on a fait ensemble. Alors, bien sûr, il s'agissait de réfléchir à harmoniser notamment nos écrits, notamment la façon dont on allait procéder. Mais aussi, ça a beaucoup servi à se rencontrer, à se connaître, à échanger. La crise on ne va pas revenir sur le Covid aidant, on n'a plus ces rencontres, mais je ne doute pas qu'on va les reprendre. Et nous avons d'ailleurs, l'autre jour, eu une belle journée de rencontres avec notamment le SADJAV, la Cour d'appel, les médiateurs, les avocats médiateurs de tout le barreau et de tout la juridiction du Gard. Que dire c'est pas un travail qu'on fera seul. Aujourd'hui, on est, certes, j'entends toujours encore, de moins en moins. Moi, je ne connais pas. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Madame Pasquet, c'est vous que je crois, ou votre collègue qui disait que dans les 11 juridictions qui étaient dans la TMFPO, il y en avait un ou deux qui hésitaient à poursuivre. Moi, je pensais qu'on était tous très favorables à poursuivre et ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas parce que je crois qu'on n'a pas eu la plus belle porte d'entrée à la promotion de la médiation que cette mise en œuvre de TMFPO. Parce que je pense que c'est de moins en moins, la médiation familiale, de moins en moins, elle est anonyme. Les personnes connaissent un peu, pas trop, mais en tout cas, voilà, les greffiers font les relais. Et moi, je salue toujours le travail des greffiers parce que c'est extrêmement important quand les personnes, c'est les premières personnes qu'elles rencontrent quand ils vont déposer une requête. Et aujourd'hui, on sait qu'on a eu aussi ce travail avec les greffes et ça a permis aussi de dire quelque chose au plus près des personnes. Le téléphone, les personnes nous appellent, ils ont déjà l'impression qu'on les connaît, qu'on va régler et que dans la journée, ils vont avoir très vite un rendez-vous. Donc, on leur explique que ça prend un petit peu plus de temps. Mais même si c'est vrai que j'ai eu chaud au front quand on s'est dit, mais comment on va faire? On avait entendu des chiffres qui allaient être explosifs sur le fait qu'en ouvrant la TMFPO, on allait être submergé. On a augmenté très sensiblement et très fortement nos demandes de médiation. Mais je pense que je dirais, pour donner des chiffres sur le service du Gard, avec 8 lieux d'intervention sur le département, on avait à peu près une quarantaine de demandes par mois. Nous en sommes à 60, 70, voire 80 nouvelles demandes par mois. Voilà, c'est ce qui se vérifie depuis 3 ans. C'est monté de crescendo, c'est monté vite, mais après, ça s'est stabilisé. On a pu embaucher des médiateurs.
Notre politique, ce n'est pas des médiateurs spécifiquement positionnés pour faire de la TMFPO. Toute l'équipe du service fait de la TMFPO, prend en charge les médiations. On ne fait pas de porte d'entrée spécifique, on prend les dossiers tels qu'ils sont et on se les répartit entre nous. Pour autant, on a, nous, une jeune personne qui travaille dans notre service, qui est en cours de formation, d'obtention du diplôme d'État, et qui fait plus précisément la formation à la TMFPO, parce qu'effectivement, elle veut prendre ce temps, elle est là pour ça aussi, et voilà, et après, elle peut participer ou repasser les dossiers à l'équipe. Voilà comment on est, mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que chaque service peut s'adapter. Moi, je ne me suis pas sentie phagocytée, mise à mal par le fait que la TMFPO arrivait sur notre service, bien au contraire. Voilà, c'est peut-être moi alors, ce qui est très important à dire, et ça, je l'ai entendu et ça me rassure, c'est que l'ouverture aux juridictions qui ont la TMFPO déjà en place va s'ouvrir aux autres juridictions qui en dépendent. Alors, j'explique. À Nîmes, nous avons la TMFPO obligatoire pour ceux qui font une requête. À Alès, c'est moi où je travaille aussi, à Alès, il n'y a pas l'obligation. Alors, les personnes parfois nous disent oui, mais c'est pas juste. À Nîmes, c'est obligé. Et quand je suis sur le tribunal d'Alès, qui est à 45 km, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on n'est pas obligé. Donc, il y a tout ce travail, voilà, de venir dire, mais est-ce que c'est quel sens ça peut avoir et comment on peut s'en saisir. C'est cela où je parle d'opportunité. Et je témoignerai, parce que ça nous avait beaucoup inquiété, cette question d'obligation, comment allaient réagir les personnes. En tout cas, depuis 3 ans qu'on l'a mis en place, moi, je n'ai pas vu de personnes, j'ai vu des personnes arrivant en étant un petit peu remontées, en disant quoi, on nous oblige, je suis là parce qu'on m'est obligé. Mais somme toute, comme le conventionnel, les personnes entendent, ils sont pas tous, il ne faut pas imaginer que les personnes qui rentrent par la porte du conventionnel, c'est des personnes qui ont envie, tout le monde a vraiment envie de faire de la médiation. Ils sont des fois un peu obligés, il y a toujours en arrière-plan, même si ce n'est pas dit, qu'est-ce que va dire le juge si je n'accepte pas la médiation, donc j'y vais parce que l'autre m'a demandé la médiation. Donc en cela, j'ai envie de dire, moi, je n'ai pas vu de choses, voilà, la question de l'adhésion, je crois que l'adhésion, elle se fait au bout d'une rencontre, voire 2 rencontres, d'un entretien individuel. Ça peut prendre un peu plus de temps. Et oui, c'est là où je pense que la TMFPO prend plus de temps pour peut-être faire en sorte que quand les personnes en ont envie, ils adhèrent, parce que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre, et que pour certains, ça va plus vite, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Et que je réponds à Madame Asségolène Pasquier, oui, nous, on ne parle jamais d'échec en médiation familiale, parce que même quand déjà ils ont pris le téléphone et qu'ils ont appelé le service de médiation, je me dis déjà, il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est en cela que voilà, je ne me sens pas contrainte par la justice de faire à tout prix des accords, et certainement pas des accords de surface, et que je préfère effectivement que les personnes se disent, eh ben, finalement, on n'est pas d'accord, on s'en remettra à l'arbitrage du juge. Je trouve que ça, c'est une réussite. Parce qu'il y a des personnes, la médiation familiale est une alternative, mais elle n'est pas toutes les solutions. Il y a la nécessité parfois de faire appel à la justice. Le juge a son importance. Et parfois, combien de personnes, je peux dire, dans ma pratique, me disent je suis d'accord, je ne suis pas opposée, mais je ne veux pas signer, je veux voir ce que dirait le juge et je vais faire, et quand si c'est le juge qui le dit, alors ça me conviendra. Eh bien, c'est le droit des personnes. On n'est pas là pour penser à leur place, on est là pour respecter ce qu'ils ont en tête, comment ils perçoivent le monde, la vie, je dirais, leurs compétences et leurs responsabilités. Alors, vous avez certainement entendu que j'étais très peu, je cherche toujours, et j'avais bien, parce que Sylvain me l'avait dit, Laure m'avait dit, je crois même mon président, Patricia, ne sois pas non plus trop optimiste, il y a sûrement des points qui ne vont pas dans la TMFPO, avec la TMFPO. Oui, il y en a plein, mais dans mon travail en général, il y a plein de points qui ne vont pas. Et que je pense beaucoup que les médiateurs familiaux que nous sommes, ben, on sait se saisir des opportunités, enfin la plus belle, et que je dirais qu'à chaque crise, des opportunités. On vient de la vivre, d'en connaître une très grosse. La question du Covid et du confinement nous a fait nous réinventer, nous faire inventer des choses. On a travaillé, on a déployé, on a innové des choses qui aujourd'hui, j'espère, on ne les perdra pas s'il n'y a plus
d'autres s'il n'y a plus de confinement, mais l'outil informatique nous a été d'un très, très grand et va ouvrir aussi la médiation familiale à des personnes qui n'auraient pas ne nous auraient pas demandé. Je pense par exemple à l'éloignement géographique. Je pense aussi à des situations parfois de haut conflit où voilà, la mise à distance par visio permet cela parfois d'être voilà. Donc moi je dis oui, je ne vais pas douter, on sera là, j'ai envie de vous dire, on n'est pas tout seul. Personne aujourd'hui va démarrer dans quelque chose comme s'il y a une forme de pression. Il y a effectivement une sorte de, ça bouscule un peu des points d'interrogation, mais je tiens à dire que l'analyse de la pratique permet, parce que nous avons, nous, dans tous nos services, cette place qui est l'analyse de la pratique, on va parler de nos interrogations, de nos inquiétudes, et les médiateurs familiaux sont, comme tout le monde, des personnes qui peuvent aussi avoir quelques angoisses, quelques incompréhensions, quelques mécontentement, on va dire. On fait aussi preuve parfois d'agacement, de se sentir contraint. Et finalement, quand on développe, quand on travaille, quand on réfléchit ensemble, ben, on trouve des solutions. Sinon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Donc, voilà, ce n'est pas pour autant que je veux vous dire que je suis angélique, loin s'en faut. Je ne suis d'ailleurs pas du tout angélique, jamais pensé qu'on vivait à Disney. Mais pour autant, parce que notre travail, c'est dire que les personnes qui viennent nous voir ont besoin de nous, que quelle que soit la porte d'entrée, on sait faire, on est là et on n'est pas là pour faire à leur place, on n'est pas là pour forcer les personnes et je ne me sens pas forcée par ni la justice ni qui que ce soit pour mettre en place ce auquel je crois, c'est-à-dire une autre façon d'appréhender sa position de parent. Je voudrais parler de choses du travail donc avec les avocats. Nous demandons aux personnes, d'ailleurs par courrier, nous envoyons par courrier, par mail, hein, les invitations à la TMFPO, et on demande aux personnes de nous prévenir si leurs avocats sont là, non pas parce que nous, ça ne nous dérange absolument pas, bien au contraire, et je pourrais même témoigner de l'intérêt que l'avocat a parfois dans l'entretien, mais parce que c'est compliqué, moi je pense, et c'est ça qui me pose le plus de problème, c'est quand il y a une des deux parties qui est accompagnée de ses avocats et que l'autre n'en est pas informé. Ce n'est pas la même chose que l'autre partie qui n'a pas d'avocat, soit parce que c'est son choix, soit parce qu'il n'en avait pas trouvé, soit parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Je pense que ça, déjà, c'est une forme de déontologie, de faire savoir aux personnes que l'autre partie sera accompagnée de son avocat. Et de notre place de médiateur, à chaque fois que ça s'est joué comme ça n'a jamais, jamais posé problème. Toutes nos inquiétudes, toutes nos interrogations, tout ce qu'on avait imaginé de pire, et vous savez bien que l'être humain est capable, pour imaginer le pire, on est les rois du monde. Donc, on avait vraiment, je crois qu'on avait imaginé beaucoup de pire, et qu'en fait, il faut aussi faire confiance aux personnes. Quand ils viennent nous rencontrer, eh bien, ils ont besoin de nous. Alors, pas forcément de façon comme on l'imagine, mais oui, les avocats, à une, voire deux exceptions près en 3 ans, ont toujours été à leur place, ne s'immiscent pas dans l'espace médiation, sont souvent, ils viennent, et ça je l'ai entendu tout à l'heure, ils viennent au premier entretien parce que ça rassure leurs clients. Ils ne sont pas du tout là pour défendre leurs clients, mais pour les accompagner. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est un peu, ils viennent un peu comme voilà, comme un, je ne vais pas oser le dire, j'espère qu'il n'y a pas d'avocat, comme un doudou, quoi. C'est vachement important, il faut qu'il soit là, il ne va rien dire, mais pour autant, il est fondamental. Et c'est drôlement important. Et si les personnes se sentent mieux, ben moi, je trouve que médiateur, on travaille mieux. Et j'incite beaucoup, nous incitons beaucoup les personnes, quand ils ont trouvé des accords et qu'ils ont des avocats, de retourner voir leurs avocats pour voir si les accords qu'ils ont trouvés, qu'ils seraient prêts à signer, conviennent. Et puis, il arrive parfois que les avocats viennent à la dernière séance justement pour la conclusion d'accords. Voilà, là encore, je ne vais pas vous mentir, toute la question de la place des avocats dans l'espace médiation, ben, j'ai un peu envie de dire que c'est parfois une aide. Et ce n'est pas, une représentation personnelle, c'est bien quelque chose qui est parlé et avec mon équipe et aussi avec beaucoup de collègues, j'ai envie de dire, médiateurs ou directeurs, qui disent qu'effectivement, ils l'ont fortement constaté. Alors, vous dire qu'aujourd'hui, eh bien 3 ans et demi après, même si on n'a pas eu beaucoup de rencontres, on est aujourd'hui de plus en plus en lien avec les avocats qui envoient leurs clients en médiation.
Et vous savez, la réussite de la médiation, elle ne tient pas qu'aux personnes, qu'aux médiateurs, mais j'ai envie de dire à une équipe de professionnels. Parce que quand les avocats, au tout début, disaient à leurs clients, allez voir un médiateur parce que ça va vous aider, parce que même si c'est obligatoire, ça peut aussi vous aider. Ce n'est pas les mêmes choses que parfois des avocats qui leur disent vous y allez parce que vous êtes obligés, vous donneront le papier, puis bon, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez ça. Et pareil pour les magistrats. Aujourd'hui, à la cour de Nîmes, ça fait longtemps qu'on a de très bonnes relations de travail, tant avec les JAF qu'avec les présidents de chambre. Et ça nous aide beaucoup parce qu'ils nous écoutent, on se sent écoutés, on écoute aussi, parce que je crois que nos médiateurs, on avait aussi des petits calages à faire dans les attendus des magistrats, et ça nous permet de réfléchir et aussi d'adapter, le disait tout à l'heure Madame Simon, c'est-à-dire, voilà, on a aussi, nous, refait un peu parfois nos écrits pour aussi être au plus près, parce que je crois que dire oui ou non, ça ne suffit pas et ça n'aide pas les personnes, même s'ils n'ont pas trouvé des accords. Voilà, je peux plutôt répondre à vos questions. Patricia, voilà, Oui. merci parce que les cloches sonnent, il est midi, donc on va essayer de pas trop frustrer. Merci en tout cas, voilà, c'était là très clair là-dedans, et déjà des pistes. Juste avant de conclure, peut-être que deux petites questions donc de Thierry du Guet, donc salut, c'est la Bretagne, ça c'est toujours sympa, qui nous demande si on peut en dire un peu plus sur l'adhésion du défendeur. Alors moi, ce que j'entends dans la question de Thierry, alors moi juste un élément et peut-être que Madame Simon par exemple pourra compléter. Que nous avons pu observer, en tout cas sur notre service, et les derniers chiffres à l'appui, c'est effectivement une augmentation, on va dire, des séances. Donc, qui dit séance, veut dire qu'effectivement, il y a eu un engagement des deux personnes, demandeurs initial, mais défendeurs. Au bout de 3 ans, là, vraiment, on est sur une dynamique montante. Je crois qu'on est autour de 15-20%, mais je ne vais pas vous donner les chiffres. À retenir l'idée, effectivement, de l'augmentation. Donc, il peut venir alors, à la fois, effectivement, parce que sur les territoires, la TMFPO s'inscrit dans le paysage, ça te parle, il y a la promotion, etc. Ça s'inscrit, et je pense aussi, mais il en a été fait référence par Patricia et aussi Madame Simon, que les professionnels s'approprient aussi le dispositif, et encore une fois, qu'au final, en fait, c'est la recherche de l'adhésion à la médiation familiale, et que la TMFPO est une porte d'entrée avec ses spécificités. En tout cas, c'est notable. Je ne sais pas, par exemple, Madame Simon, si vous voulez ajouter un point sur cette question un peu de l'adhésion, quelques mots, hein, l'adhésion du défendeur. Oui, je pense qu'on est à peu près sur la même analyse, effectivement. Et en tout cas, ça fait partie, comme le disait Patricia, du travail du médiateur d'essayer d'amener l'autre partie à venir, ne serait-ce que déjà à l'entretien d'information. Et je crois que quand même, on est assez satisfait du taux d'adhésion des défendeurs d'une manière générale. Et effectivement, ça demande de prendre le temps, notamment dans un premier appel téléphonique, d'expliquer déjà les conditions de la médiation, les modalités, l'intérêt que ça peut avoir, y compris dans ce cadre dit obligatoire. Merci. Et puis voilà, il y avait juste une deuxième question, mais qui a déjà été un peu abordée, à savoir qui était l'initiative des comités de pilotage sur les territoires existants. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais à retenir surtout, alors c'est vrai que c'est plutôt les magistrats qui sont à l'initiative lors de la signature des protocoles, qui sont à la signature de protocole. Donc il nous a été précisé ce matin sur la recherche d'un comité national sur les territoires. Il a clairement dit qu'effectivement, le SADJAV ne peut pas imposer la mise en place de comités, mais fortement encouragé. Et par là aussi, ces différents retours d'expérience, il ne faut pas hésiter. Et la FENAMEF peut s'en faire le relais, mais pas hésiter sur les territoires auprès des magistrats de rappeler aussi la nécessité et la pertinence, surtout de ces échanges qui sont au final, on voit bien dans le cadre du comité de pilotage, des échanges vraiment très opérationnels aussi, au-delà de l'idée, qui permettent d'éviter des points de blocage. Donc sur les territoires, en tout cas, les magistrats sont à l'initiative, mais plutôt preneurs. Après, c'est des questions d'agenda, d'organisation que l'on connaît tous, mais de faire vivre ces comités, ça, il appartient à chaque acteur d'y participer.
J'en lis peut-être une dernière, et puis après, on laissera peut-être la parole au ministère de la Justice si il veut conclure. Je la lis en direct, hein. C'est peut-être une observation. Il est important que les médiateurs familiaux soient présents dans les différents échanges et pour parler. Oui, voilà, réunion technique, copil. Oui, c'est sur le même thème. Concernant la médiation familiale et leur éthique et déontologie, au regard de l'augmentation du nombre de dossiers et des délais, pensez aussi qu'un partenariat avec les médiateurs familiaux en libéral DE. Il a été fait une petite, tout à l'heure, hein, une petite question, la place des médiateurs familiaux libéraux dans le dispositif. Je ne sais pas, alors peut-être, Madame Pasquier, vous voulez quelque chose à repréciser sur cette question, parce qu'on l'a abordé, en tout cas le regard de la justice, sur la participation, mais je crois que ça avait été répondu à partir… je vous laisse la parole. Oui, effectivement, je le redis, le choix du médiateur est libre. On ne va pas se leurrer non plus, hein. Nous, on le sait, ça ne pourra pas reposer uniquement sur les associations conventionnées et les médiateurs salariés, ne serait-ce que parce que les études un peu fines que je fais de toutes vos associations, là, avec les rapports d'activité que vous faites remonter, les questionnaires, indiquent que parfois le nombre de médiateurs n'est pas équivalent au nombre de TPT, puisque en fait, ils ne sont pas tous à temps plein chez vous, hein, forcément. Donc, nous savons, c'est pour ça que Diren a évoqué le fait que les protocoles, nous encourageons à ce qu'ils soient révisés. Certaines juridictions avaient fait le choix à l'époque, ce qui n'était pas la préconisation de la chancellerie, de ne signer des protocoles qu'avec les associations conventionnées. Ce n'était pas notre choix. Nous, on pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. D'ailleurs, moi, j'ai assisté à certains comités de pilotage où vraiment il y a eu des retours très, très intéressants des médiateurs libéraux qui, effectivement, ont parfois une autre façon d'approcher les situations, une autre organisation de leur temps et qui, finalement, répondent à un certain type de clientèle, on peut appeler ça comme ça, hein. Et donc, moi, ça me paraît fondamental. Je sais que l'offre de médiation, elle est parfois tendue, mais avec l'apport des médiateurs libéraux que je retrouve régulièrement dans d'autres structures, hein, notamment la PMF, elle est quand même, elle pourrait permettre que ce soit moins en tension. Enfin, nous, on ne désire pas vous mettre en difficulté en disant le ministère ne veut s'adresser qu'à vous. Parce que clairement, je pense que c'est impossible, hein, le nombre de médiateurs de vos structures mis en perspective du nombre de situations susceptibles d'être concernées par de la TMFPO dans les juridictions, enfin dans le cas de juridiction, ça ne tiendra pas. Donc, en tout cas, pas à très, très court terme, hein, sauf à ce qu'il y ait moult recrutement et diplomation dans les prochaines années. Mais donc, bien évidemment, le médiateur libéral, et ce qui veut dire également que vous-même, je pense que ça doit être le cas de certains d'entre vous, si vous avez une activité moitié salariée, moitié libérale, mais bien évidemment, vous pouvez l'être dans les deux cas. Et ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure sur la mention du DEMF sur les inscriptions. Nous, on considère, dans un souci de simplification, parce que sinon, ce n'est pas très gérable, que les associations conventionnées qui ont demandé à être inscrites sur les cours d'appel, à partir du moment où elles sont associations conventionnées, on le sait, leurs médiateurs sont titulaires du DEMF. Il n'y a donc pas d'obligation pour les associations qui ont des salariés qui ne sont que salariés d'aller produire, enfin, il faut évidemment le dire, mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation que ces personnes figurent à titre individuel sur les listes de médiateurs des cours d'appel, puisque en fait, elles ne revendiquent pas la possibilité de faire de la médiation à titre personnel, puisqu'elles sont dans l'environnement de leur structure. En revanche, si cette activité de salarié se double d'une partie libérale, eh bien, à partir de là, il n'y a pas de problème. Il est quand même, à mon avis, de bon ton de solliciter son inscription sur la liste de la cour d'appel et à ce moment-là, de donner la mention des EMF. Voilà. Même si c'est une activité très partielle, peu importe. L'idée, c'est de savoir vers qui on peut se tourner. Et je pense que ceux qui ont des EMF présenteront un avantage certain sur ceux qui ne l'ont pas. Sauf s'ils ont des professions qui sont également indiquées et qui font que, bon, bref, voilà. Pas autre chose à en dire. Très bien. Mais, écoutez, merci. Je regarde l'heure, hein, mais je crois qu'on va peut-être pouvoir arriver à la conclusion de cette réunion de travail. J'ai envie de dire maintenant la suite. Eh ben, la suite a déjà été bien engagée aujourd'hui. Encore une fois, le premier niveau de réponse quand même a été donné pour la mise en place, voilà, des éléments de réponse
pour le démarrage, c'est le mot qui a été employé par Madame Simon tout à l'heure, il est très juste, le démarrage pour certains services avec des éléments de réponse, et évidemment, la FENAMEF se tient à leur côté dans cette période-là. Et puis, j'ai envie de dire, le plus intéressant à suivre, qui va être de pouvoir, encore une fois, mutualiser maintenant des regards, des observations, des analyses de certains services depuis 3 ans, ceux qui vont arriver, ceux qui n'y seront pas encore, et de l'ensemble de nos partenaires. Donc, je pense que ces rencontres-là, quelle que soit la forme, vont être amenées à être reconduites. Et soyez certains que dans le cadre de la commission TMFPO, l'idée, c'est de ne pas fonctionner en vase clos au niveau sur cette expérimentation, et qu'on n'hésitera pas, et on vous invite déjà, si vous souhaitez participer aux travaux, à se rapprocher de nous, et on n'hésitera pas, nous en tout cas, à venir vers vous pour alimenter pistes de réflexion. Et ce qui est important aussi, pouvoir faire remonter auprès de nos partenaires institutionnels vos observations. Voilà, je crois qu'il va nous rester à remercier tout le monde, le ministère de la Justice, à Madame Sahin. Je ne sais plus si Madame Sahin est encore là ou pas, avec l'écran. Si Madame Sahin voulait conclure, peut-être, je ne sais pas. Non. Oui, je suis là, effectivement. Non, mais merci pour cette invitation. J'ose espérer que vos adhérents ont été un peu plus rassurés sur la TMFPO, et n'hésitez pas, par le biais de Madame Châtelier, à pouvoir peut-être qu'elle puisse recenser les questions et nous les soumettre, et nous, SADJAV, répondrons sans difficulté avec les informations dont nous disposerons à l'instant T, puisque j'indique une nouvelle fois qu'à ce stade, nous n'avons pas encore établi de manière définitive la liste. Très bien. Écoutez, vraiment, encore une fois, un grand merci à vous toutes et à vous tous. On se tient à votre disposition. On a hâte de nous rencontrer et d'échanger. Je vais vous souhaiter donc maintenant bon appétit, je pense, c'est l'heure. Et puis Laure, je te laisse peut-être vraiment conclure techniquement, nous dire un peu comment ça se passe. Techniquement, ça va être très simple. Je vais couper Zoom et l'enregistrement. Non, je m'associe évidemment à tes remerciements. Et voilà, il y a une mobilisation extrêmement importante des services, des médiateurs, des adhérents. Évidemment, nos partenaires sont là. Et encore un grand merci pour leur présence, qui, j'espère, auront apporté évidemment un certain nombre de réponses aux questions que pouvaient se poser nos adhérents. Bien, écoutez, moi, je vous dis une fois encore, la FENAMEF est à votre disposition. On reste mobilisés, et dès qu'on a des informations, évidemment, on vous les transmet. Donc, merci encore et très bon après-midi. Et merci à nos deux intervenantes aussi, Patricia Fouque et Madame Simon. Merci beaucoup. Merci. À vous. Au revoir. Merci, au revoir. À Merci très beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.